Face à l'escalade des tensions et à l'état d'alerte élevé de l'OTAN, les États-Unis décident qu'il est temps de mettre un terme aux ambitions de Poutine. Mais comment se déroule une invasion à grande échelle de la Russie? Des raids stratégiques aux féroces batailles terrestres. Heure par heure, nous vous guiderons à travers un conflit qui changera le cours de l'histoire. Tout commence par cette vérité indéniable. La Russie est allée trop loin. Après avoir déployé des centaines de milliers de soldats lors de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine, la Russie a finalement occupé Kharkiv. Cela rapproche non seulement la Russie de Kiev, dont la capture signifierait la chute de l'Ukraine, mais cela signifie également que les forces russes se rapprochent dangereusement des États baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie. Tous les trois sont inquiets. Les dirigeants des trois pays ont convenu d'envoyer des troupes en Ukraine si Poutine prenait Kharkiv, motivés par la possibilité que Poutine tente de les ramener sous la domination russe. Ils se souviennent de l'époque de l'Union soviétique. Ils ne veulent pas revenir. Malheureusement pour les pays baltes, Poutine a pris conscience de ces menaces et a décidé d'anticiper le problème. Avant que l'un ou l'autre pays ne puisse envoyer des troupes en Ukraine, il a déployé des soldats et de l'artillerie à la frontière qui divise la Russie avec l'Estonie et la Lettonie. Il a également envoyé des troupes en Biélorussie et alerté les soldats stationnés à Kaliningrad. Personne ne sait exactement combien de soldats se trouvent dans l'enclave russe. Frontalière avec la Lituanie, les estimations varient de 90 à 200 hommes, avec la Biélorussie à son bord. Cela n'a pas d'importance. La Russie est prête à prendre le contrôle des pays baltes. Quand les soldats sont prêts, Poutine donne l'ordre. Attaque. L'artillerie bombarde les pays baltes. Les chars arrivent, des bombes planantes sont larguées de l'autre côté de la frontière. La Russie a l'intention d'utiliser les mêmes tactiques qu'elle utilise en Ukraine pour s'emparer rapidement des États baltes, beaucoup plus faibles. Mais il y a un problème. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont membres de l'OTAN, ce qui signifie qu'elles sont protégées par l'art. 5 du traité de l'OTAN. Cet article stipule que chaque État membre a l'obligation de défendre les États baltes, y compris le plus puissant de tous les membres de l'OTAN, les États-Unis. Après avoir déclenché l'article 5, les États-Unis entendent attaquer la Russie pour éliminer Poutine et mettre fin une fois pour toutes à ses ambitions d'expansion de la Fédération de Russie, 3 mois avant l'invasion. En fait, le président Joe Biden et son équipe se préparaient à une attaque contre la Russie des mois avant qu'elle ne se produise. Biden espérait que l'on n'en arriverait pas là. Il espérait que l'aide militaire que les États-Unis et leurs alliés envoyaient à l'Ukraine serait suffisante pour contrer la Russie. Cependant, comme beaucoup d'autres, il a sous-estimé le nombre de soldats que Poutine était prêt à sacrifier pour atteindre ses objectifs. Il a également sous-estimé la menace d'action contre les pays de l'OTAN, qui menaçait son opération militaire spéciale en Ukraine. Mais même avec cet euphémisme, les États-Unis se préparaient. Une partie de ces préparatifs comprenait des exercices d'entraînement de l'OTAN dans la mer Baltique. Au cours de ces exercices, l'OTAN a envoyé collectivement 90 soldats dans les mers au nord des États baltes, même s'ils ont également servi d'écran de fumée aux États-Unis. Pour soutenir les exercices, elle a envoyé 2 porte-avions et plusieurs destroyers et a également envoyé secrètement certains de ses 22 sous-marins de classe Virginia dans la mer Baltique. Tandis que cette montée en puissance se poursuivait, les États-Unis ont également stationné des troupes dans des bases étrangères. Des dizaines de milliers de soldats ont été envoyés dans les bases américaines en Europe, notamment en Grande-Bretagne, dans ces 4 bases en 7 pays en Espagne et dans les 119 bases américaines en Allemagne. Les 3 pays sont membres de l'OTAN et font tout ce qu'ils peuvent pour s'aligner sur les États-Unis. Ils avaient la même obligation de préparation que les États-Unis. Dans la région du Pacifique, les États-Unis envoient également des troupes dans leurs 120 bases au Japon et 73 bases en Corée du Sud. Cela pose des problèmes avec la Chine, qui craint que les États-Unis ne se préparent à envahir le continent. Cependant, les États-Unis ont passé les derniers mois à tenter d'apaiser ces inquiétudes, par le biais de pourparlers secrets avec Xi Jinping et le Parti communiste chinois. Si c'est ce qui va se passer, en fin de compte, ils décident d'agir comme s'ils n'étaient pas dans la course effrénée parce
qu'il ne veut pas que la Chine affronte toute la puissance de l'armée américaine. Il a mis en garde Poutine contre cette thésaurisation, même si la Russie sait évidemment que cela se produit. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Au bout de 3 mois, les États-Unis étaient prêts. Avec des forces stationnées à l'est et à l'ouest, ils lancent une double attaque contre la Russie. Une sorte de mouvement circulaire destiné à contraindre la Russie à combattre sur 2 fronts. Tout ce que nous avions à faire était d'observer et d'attendre que la Russie prenne une décision qui déclencherait l'article 5. L'invasion des États baltes a agi comme un élément déclencheur, et les États-Unis se sont mis au travail. 1 heure après le début de l'invasion, les soldats américains entrent dans les pays baltes pour aider le trio à repousser l'avancée russe. C'est au cours des premières étapes de l'invasion que les États-Unis utiliseront principalement des forces terrestres. Au moment où elle sera prête à affronter la Russie, qui occupe environ 11% de la surface mondiale, l'attention se concentrera sur les opérations navales et aériennes. Mais pour l'instant, les soldats américains combattent au sol avec le soutien aérien des pilotes d'avions de combat F-6. Ces soldats proviennent de transporteurs que les États-Unis ont envoyés en mer Baltique. La réaction presque immédiate à son invasion a surpris Poutine. Il pensait qu'il lui resterait au moins quelques jours, voire quelques semaines, avant que les États-Unis n'entrent dans la Baltique. Le fait que ces troupes combattent actuellement des forces beaucoup plus fortes que prévu est déjà épuisé par le pays. Déclenchement de guerre avec 3 autres pays dirigés par l'Ukraine a un effet dévastateur sur les progrès de la Russie. 24 heures après l'invasion. Il n'a fallu qu'1 jour aux États-Unis pour forcer les troupes russes à se retirer au-delà des frontières de la mer Baltique. Pendant ce temps, il envoyait davantage de destroyers dans la mer Baltique, revendiquant essentiellement cette voie navigable pour lui-même. La guerre entre la Russie et les pays baltes est au point mort presque aussitôt qu'elle a commencé. Les États-Unis ont stationné plusieurs milliers de soldats dans les pays baltes pour les aider à maintenir leurs frontières. J'en enverrai d'autres en temps voulu. Mais il reste un autre problème à résoudre. Prise de Kaliningrad. 3 jours après le début de l'invasion, en raison de son importance stratégique, Kaliningrad est la première cible de l'invasion américaine de la Russie. Elle a déjà été utilisée comme l'un des points de départ de l'invasion russe des États baltes. Mais l'enclave est également importante pour la Russie, car elle constitue le seul port d'eau froide du pays ouvert toute l'année. Prendre Kaliningrad signifie désormais priver la Russie de ses navires et l'empêcher de combattre réellement en mer Baltique. Ensuite, il y a les missiles nucléaires. Les estimations du nombre de bombes nucléaires que la Russie stocke à Kaliningrad varient, même si le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, estime qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 5. Cette connaissance a conduit la Pologne à autoriser les États-Unis à attaquer Kaliningrad à travers la frontière occidentale de l'enclave. Bien que la plus grande différence réside dans la puissance navale et aérienne combinée que les États-Unis apportent à travers la mer Baltique, les missiles de barrage sont tirés depuis une petite flotte de destroyers de classe Arleigh Burke, chacun étant un missile de croisière Raytheon Tomahawk guidé par un système de navigation amélioré Tercom. Dans le même temps, des F-35 survolent l'exclave, larguant des bombes GBU-38-1 JDAM, qui sont des bombes factices modifiées par le système JDAM pour être suffisamment précises pour atteindre des cibles clés. Les aéroports, les dépôts de matériel militaire et les postes de commandement représentent ces cibles. Et l'objectif des États-Unis est de mettre fin au soutien russe à l'enclave, déjà coupé du continent. L'offensive de missiles dure plusieurs jours avant que les États-Unis n'envoient des troupes terrestres dans l'enclave. Kaliningrad tombe rapidement, et la Russie est incapable d'envoyer des troupes supplémentaires en raison du contrôle américain sur la mer Baltique et de l'Ukraine qui tient la ligne de front. 7 jours après le début de l'invasion, Poutine est furieux. Il avait déjà discuté de la possibilité d'une guerre nucléaire avec ses conseillers, mais il a été repoussé. Kaliningrad a été une grande perte. Lui disent ses conseillers, mais nous ne sommes pas ici en Russie continentale. Pour l'instant, continuez à vous battre de manière conventionnelle. Une nouvelle vague de conscription a été annoncée, qui renforcera les forces terrestres russes d'environ 300 hommes. Tous afflueront en Ukraine dans les semaines à venir.
dans le but de continuer à repousser les lignes de front afin que les forces, soutenues par les États-Unis en Ukraine, ne puissent pas atteindre la frontière avec la Russie. C'est une stratégie intelligente pour une guerre terrestre. Mais pour l'instant, les États-Unis ont un objectif différent en tête. 8 jours après le début de l'invasion, Kaliningrad étant sous contrôle américain, l'attention se tourne vers la Crimée. La Russie a annexé le territoire en 2014, déclenchant des tensions qui ont finalement conduit à une opération militaire spéciale en Ukraine. Le territoire comprend également Sébastopol, le seul port russe en eau profonde sur la mer Noire et la clé de la flotte de la mer Noire. L'Ukraine a déjà causé des dégâts importants à cette flotte avec une combinaison d'attaques de missiles et de drones, ce qui signifie qu'un tiers des navires ont déjà été perdus. L'activation par la Turquie de la clause de la Convention de Montreux de 1936 signifie également que la Russie ne peut pas ajouter de nouveaux navires à sa flotte. Les détroits turcs sont bloqués à tout passage militaire, y compris aux navires russes et américains. Et la Crimée commence à ressembler à une cible facile. À son arrivée, la Russie a utilisé le pont de Kerch pour envoyer des fournitures et des troupes dans le sud de l'Ukraine. Les États-Unis ont une autre cible. Prenez la Crimée. Et la Russie se limite aux lignes de front établies près de ses frontières et à travers la Biélorussie. La Roumanie est la clé de la prochaine attaque. Membre de l'OTAN depuis 2004. Elle abrite également la base aérienne Mikhail Kogonasanu, au MKAB, une base clé de la force opérationnelle est-européenne de l'armée américaine. Cette force de rotation était auparavant une force de rotation de la taille d'une brigade, composée pour la plupart de membres du 2e régiment de cavalerie américain. Cela a changé rapidement. Utilisant la Pologne comme point d'entrée dans l'ouest de l'Ukraine, les États-Unis ont filtré des troupes et du matériel vers la Roumanie en route vers MKAB. Des F-35 et F-6 arrivent également et survoleront bientôt le ciel de Crimée pour bombarder le territoire. Les États-Unis ne peuvent pas apporter une composante navale à ce combat. La Turquie n'autorisera pas l'accès à la mer Noire. Mais cela n'aura pas d'importance. Utilisant le MKAB comme base principale, les États-Unis commencent à survoler la mer Noire, ciblant tous les navires russes qu'ils trouvent. Dans le même temps, l'Ukraine mène des attaques de drones, dont certaines visant directement Sébastopol. Le but ici n'est pas de sauver la Crimée. Il pourra être renouvelé ultérieurement. Au lieu de cela, une série de coups choquants et stupéfiants a lieu et Sébastopol est détruit au point de devenir inutile à la flotte de la mer Noire. Des dizaines de navires russes ont été endommagés ou coulés et le pont de Kerch a également été détruit, ce qui a porté un coup logistique majeur à la Russie. Dans moins d'une semaine, la Crimée sera occupée. Le territoire donnera aux États-Unis un avantage stratégique puisqu'il se concentrera sur la Russie continentale. Cet avantage n'inclura pas de composante navale, puisque les États-Unis ne peuvent pas non plus envoyer leur flotte en mer Noire. L'objectif est plutôt de transformer la mer Noire en une zone morte à travers laquelle la Russie ne peut plus envoyer de troupes ou d'équipements dans le sud de l'Ukraine, tout en s'emparant d'un aérodrome en Crimée. Les États-Unis commençant rapidement à envoyer des troupes en Crimée et à s'emparer de 5 anciennes bases aériennes russes dans la région. Saki, Belbek, Zanoy, Kacha et Vodiska. Ils deviendront des sites de lancement pour les F-35, F-6 et tous les autres avions de combat et hélicoptères que les États-Unis envoient en Ukraine. Plus important encore, ils abriteront des dizaines des 455 pétroliers dont disposent les États-Unis. Ces avions permettent aux chasseurs américains de se ravitailler en vol et offrent un avantage clé. La Russie ne possède que 19 de ces pétroliers dans l'ensemble de sa flotte aérienne et constatera bientôt que les États-Unis en remplissent le ciel dans le cadre de leur stratégie visant à atteindre la supériorité aérienne. La Russie tentera bientôt de le faire en Ukraine. 14 jours après le début de l'invasion, Poutine tente de toutes ses forces de s'adapter à la perte de la Crimée. Il sait que les États-Unis ont l'intention d'utiliser ce territoire comme point de départ pour entrer dans le sud de l'Ukraine, ce qui signifie que ses gains à Mariupol sont menacés. Poutine mord le balle. Il commence à envoyer autant de batteries anti-aériennes S-300 et S-400
que possible à Mariupol, dans l'espoir de détruire les chasseurs américains qui arrivent. Cela ne fonctionnera pas. L'Ukraine a déjà détruit 4 des 50 systèmes russes S-400, et les systèmes de défense aérienne tant vantés se sont révélés bien moins fiables que ce que prétendait la Russie. Quant au S-300, il s'agit d'une unité anti-aérienne efficace, bien qu'elle présente des vulnérabilités de sécurité similaires à celles de ses cousins plus modernes. Les attaques de drones et de missiles, tant depuis l'Ukraine que depuis la Crimée sous contrôle américain, ciblent n'importe lequel de ces systèmes identifiés lors de leur transit. Les États-Unis entrent officiellement en Ukraine. Mariupol est la première région à revenir sous contrôle ukrainien, suivie de Melitopol et de Kherson. Tous sont bombardés par les attaques constantes des flottes de combat américaines. Ces attaques sont coordonnées avec les forces terrestres qui se rapprochent des fortifications russes. Les États-Unis envoient également désormais des troupes sur le continent, et leurs soldats se rendent là où ils sont nécessaires. La défense ukrainienne à Kharkiv est complétée par des soldats et des avions de combat américains arrivant en Ukraine via la Crimée. Avec la reprise de Melitopol et de Mariupol, les États-Unis peuvent désormais assurer un flux régulier de ponts aériens vers le sud de l'Ukraine, remplissant ainsi de troupes la région sud du pays. La Russie a été repoussée sur le territoire qu'elle occupait dans la région du Donbass. Cela ne peut pas durer longtemps. Bien que Poutine envoie de plus en plus de soldats enrôlés en Ukraine, ceux-ci sont mal entraînés. Dans le passé, les commandants russes pouvaient en compter sur de simples effectifs pour surmonter ce problème, lançant soldat après soldat sur les fortifications ukrainiennes jusqu'à ce qu'elles tombent. Avec une contre-offensive désormais complétée par des bombardements aériens, les unités installées sont incapables de se maintenir en puissance, et les recrues déployées n'ont pas le temps d'apprendre à utiliser les S-300 et S-400 installés dans ces emplacements. Les attaques continues de drones et de missiles contre ces systèmes anti-aériens limitent la capacité de la Russie à faire face à la menace aérienne américaine, permettant aux États-Unis d'atteindre une domination quasi totale du ciel ukrainien. La Russie ne s'en laissait pas aider non plus. À aucun moment de la guerre, il n'a atteint la suprématie aérienne. Bien que Poutine déploie autant de ses MiG-29, Su-35 et tout ce qu'il peut envoyer pour tenter d'engager les États-Unis dans un combat aérien. La réalité est qu'aucun de ces avions n'est comparable au F-35. Pire encore pour la Russie. L'utilisation par les États-Unis de pétroliers fait ses effets. Les avions russes doivent revenir régulièrement à leur base, tandis que les avions américains peuvent rester dans le ciel plus longtemps. Toutes ces frappes aériennes sont coordonnées par des troupes au sol attaquant les positions, tenues par les Russes ainsi que par des bombardements aériens de F-6 et de F-35. Avdiivka s'est rétabli. Tout comme Bakhmut, Donetsk et Luhansk ont suivi, et 28 jours après le début de l'invasion, les soldats russes ont été repoussés jusqu'à la frontière que la Russie partage avec l'Ukraine. Alors que les combats se poursuivent, l'utilisation de la Crimée par les États-Unis pour envoyer des troupes supplémentaires, selon les besoins, a permis aux troupes de s'emparer d'une grande partie du pays. Le président Biden se réjouit de ce résultat et consacrera les prochains jours à consolider les succès américains. Kaliningrad et la Crimée sont tombés et l'Ukraine est revenue presque entièrement sous contrôle ukrainien. Les soldats russes ont été repoussés vers leurs frontières et les États-Unis les maintiendront aussi longtemps que nécessaire jusqu'au début de la prochaine phase de l'invasion. Mais il faut d'abord résoudre le problème. Biélorussie. Le dictateur d'État, Alexandre Loukachenko, a achevé sa transformation en marionnette de Poutine lorsqu'il a permis à la Russie de mener à bien une partie de la première invasion de l'Ukraine via la Biélorussie. Près de 30 soldats russes sont entrés en Ukraine depuis le territoire de Loukachenko. Pour la plupart membres du groupe de mercenaires Wagner. Il a même affirmé que la seule erreur commise par la Biélorussie et la Russie était de ne pas avoir résolu le problème en 2014-2015, alors que l'Ukraine n'avait pas d'armée et était prête. Il n'a pas nécessairement tort, mais il fait désormais face aux canons américains et sait que Poutine sera bien plus intéressé par la défense des frontières de la Russie que de la Biélorussie.
Les 2 soldats russes et personnel de maintenance que Poutine a stationnés à Leandslati. Station radar de Vilnius et dans divers aéroports biélorusses sont déjà en train d'être retirés. Loukachenko s'est également entretenu avec Biden et plusieurs dirigeants des États européens, membres de l'OTAN. Ils ont tous suivi le même chemin. La Biélorussie sera la prochaine à suivre si elle suit la Russie. Il espérait qu'en plaçant des armes nucléaires tactiques dans son pays, Poutine lui donnerait un certain avantage. Même s'il n'a pas tardé à rappeler que les États-Unis disposent d'armes nucléaires beaucoup plus puissantes, toutes comme leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne. Ils lui ont également rappelé que Poutine n'a rien fait pour le soutenir depuis que l'Amérique est entrée dans la mêlée, laissant essentiellement la Biélorussie se débrouiller seule pendant que le dirigeant russe renforce ses propres défenses. Loukachenko s'effondre. Il est tellement désespéré de rester au pouvoir qu'il a convaincu les États-Unis qu'il n'accepterait pas l'ingérence biélorusse dans une invasion majeure de la Russie. Le pays ne pouvait pas faire grand-chose en représailles. Son armée ne compte que 63 hommes, passe de marine, et une force aérienne très limitée. Loukachenko sait qu'il sera bientôt vaincu et il démissionne donc. Les États-Unis sont désormais prêts à lancer une invasion à grande échelle, 30 jours après son début. Poutine s'attend à ce que les États-Unis franchissent à tout moment la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Cela l'inquiète. La Russie n'est pas favorable à une position géographique qui pourrait empêcher cette invasion. C'est ce que pense Konrad Muzyka d'IHS Janes, qui affirme que les frontières russes sont indéfendables au sens traditionnel du terme. Il souligne que toutes les invasions qui ont jamais menacé l'existence de la Russie, depuis l'invasion polonaise en 1610 jusqu'à la tentative d'occupation de la Russie par Hitler en 1941, ont eu leur origine dans la plaine de l'Europe du Nord. Poutine suppose que cela se reproduira. Après tout, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas, qui composent cette plaine, sont membres de l'OTAN. Il devra également se méfier d'une attaque sur Arkhangelsk, une région du nord-ouest de la Russie facilement accessible via la Finlande. Les deux hypothèses sont correctes. Cependant, les États-Unis ont un plan bien plus ambitieux que le simple déploiement de forces terrestres dans ces endroits. Tandis que l'Amérique combat le long des frontières russes et ukrainiennes, elle tourne son attention vers le Japon et les territoires du Nord. Ce petit ensemble d'îles, que la Russie appelle les îles Kuriles, est depuis longtemps un sujet de discorde, puisque la Russie a construit 50 nouvelles infrastructures militaires sur les îles depuis 2022. Ce sont tous des objectifs. Utilisant leurs nombreuses bases militaires au Japon, les États-Unis lancent des attaques sur les territoires du Nord. Sa marine et son aviation unissant à nouveau leurs forces, bombardant les îles avec des missiles qui détruisent les infrastructures russes. Les territoires du Nord sont sous contrôle américain. Grâce à eux, la menace russe sur la région du Pacifique est presque éliminée. C'est une perte grave. Le contrôle de ces îles, combiné à la coopération du Japon et à la non-implication de la Chine dans la guerre entre les États-Unis et la Russie, donne accès à l'Amérique. Le problème est que l'US Navy ne dispose pas de brise-glace. Sans eux, la route maritime du Nord ne serait accessible que pendant les mois d'été, et l'hiver apporte davantage de glace qu'il serait difficile de traverser pour les navires militaires. Cependant, les forces américaines pourraient en faire appel aux gardes-côtes pour qu'ils envoient 2 brise-glaces opérationnelles, qui ont été envoyées au Japon immédiatement après le début de l'attaque américaine sur Kaliningrad. Grâce à ces brise-glaces, les États-Unis peuvent stationner plusieurs navires en mer du Nord, dont des porte-avions. Dès là, ils lanceront des attaques sur le district militaire oriental de la Russie, qui couvre plus de 2,7 millions de kilomètres carrés du territoire du pays. Les régions de l'Amour, de Buratsia et de Sakhalin font partie des 11 districts qui ont été la cible des tirs des avions américains. Là encore, les pétroliers jouent un rôle clé, permettant aux chasseurs et bombardiers américains de voyager à l'intérieur des terres jusqu'à ces régions reculées. Bien entendu, la Russie tente de contrer sa flotte du Pacifique, qui comprend la flottille côtière, la 40 brigade de marine et la 55 division de défense aérienne. Cependant, aucun d'entre eux n'est suffisamment puissant, ce qui est symptomatique de l'approche navale de la Russie.
Bien que la Russie possède l'une des plus grandes marines au monde, elle s'est toujours concentrée sur le nombre de ressources plutôt que sur la force des navires. C'est pourquoi les navires américains, bien que moins nombreux, sont beaucoup plus grands, plus puissants et équipés d'armes bien meilleures. Cela ressort des données de tonnage. À la fin de 2023, la marine russe disposait d'un total de 2152 millions de tonnes, tandis que la flotte américaine comptait environ 4,5 millions de tonnes. La bataille navale sur la route maritime du Nord joue en faveur de l'Amérique. Cela ne signifie pas que les États-Unis occupent tout l'Est de la Russie. Le territoire est trop vaste pour accueillir suffisamment de personnes, mais il était capable de bombarder constamment l'Est de la Russie, avec l'aide de sa propre flotte dans le Pacifique. La Russie est désormais confrontée à une guerre sur deux fronts, 35 jours après le début de l'invasion. Poutine est sur le point d'appuyer sur le bouton nucléaire. Même si les États-Unis n'avaient pas encore attaqué la Russie continentale, la région militaire Est se trouvait à des milliers de kilomètres de Moscou et subissait perte après perte. Kaliningrad est tombé, tout comme la Crimée et les territoires du Nord proches du Japon. Si ces défaites étaient de nature stratégique, elles ont également fait des ravages sur la popularité de Poutine dans son pays. C'est un dirigeant qui a bâti son règne de plus de 20 ans sur l'image d'un homme fort. Un homme capable non seulement de protéger la Russie, mais aussi de conquérir des territoires en son nom. Cette image a été sérieusement écornée, provoquant des problèmes moraux dans le pays. Les désertions militaires dont il a été témoin en Ukraine, se chiffrant par dizaines de milliers, sont en augmentation, conduisant à une nouvelle vague de conscription militaire. Poutine ne perd toujours pas espoir. Les hivers russes froids sont la principale raison pour laquelle la Russie n'a jamais été complètement vaincue lors de l'invasion. Et, espérons-le, combinés à la taille du pays, ils joueront un rôle similaire à mesure que les États-Unis progressent. Mais si tel est le cas, pourquoi les États-Unis n'envoient-ils pas des centaines de milliers de troupes terrestres 40 jours après le début de l'invasion? Une attaque coordonnée contre Arkhangelsk a commencé, la cible principale étant la base aérienne de l'Agta. Les bombardiers américains sont appuyés par des F-6 et des F-35 qui survolent le ciel et détruisent les installations militaires. Les États-Unis ont également profité de la proximité de la Norvège, de la Finlande et de la Suède avec la mer Blanche pour envoyer davantage de navires sur le territoire russe. Mourmansk est attaqué à l'ouest lors de l'attaque d'Arkhangelsk, et une bataille navale a également lieu dans la mer de Barents. Le manque de puissance navale de la Russie entre à nouveau en jeu. Bien qu'il puisse envoyer plus de navires dans ses eaux que les États-Unis, ces navires ne sont tout simplement pas assez puissants pour contrer les destroyers que les États-Unis envoient combattre. La Russie remporte de petites victoires, coulant plusieurs navires américains, mais perd finalement sa capacité à se défendre dans les mers de Barents et Blanche. Et Arkhangelsk tombe peu de temps après. Poutine estime qu'une invasion terrestre n'aura pas lieu. Il n'a pas raison. 50 jours après le début de l'invasion, la stratégie américaine commence enfin à porter ses fruits. En utilisant les forces combinées de la marine américaine et de l'armée de l'air américaine, elle prend essentiellement le contrôle de la mer Noire, de la mer Baltique et d'une grande partie du Pacifique. Et en stationnant des navires sur la route maritime du Nord, elle est en mesure d'exercer un certain contrôle sur l'entrée et la sortie de la Russie à travers l'Arctique. Pourquoi tout cela est-il important? En plus de limiter la capacité de la Russie à utiliser sa propre marine, cela a eu pour conséquence que les États-Unis ont essentiellement poussé les forces russes dans leur propre pays. Les troupes américaines continuent de se retirer lentement d'Ukraine, éloignant la Russie de ses frontières et la rapprochant de Moscou. Cependant, les attaques américaines contre les terminaux pétroliers russes sont bien plus dommageables pour Poutine. Il existe 19 terminaux de ce type, dans le port de Primorsko sur la mer Baltique, accessibles via les pays baltes. 18 autres se trouvent dans la mer Noire, les États-Unis aidant l'Ukraine à reprendre le contrôle de son territoire, et la Crimée lui permettant de commencer à bombarder ces terminaux. 10 autres terminaux sont situés sur la côte Pacifique, dans l'île de Vladivostok, une autre destination américaine clé. Enfin, la présence américaine sur la route maritime du Nord perturbe le fonctionnement de 10 terminaux répartis dans tout l'Arctique.
Tout cela est important parce que les États-Unis ont essentiellement empêché la Russie d'exporter du pétrole, ou du moins de le faire par voie maritime. Alors que Poutine fait face à un empiètement des forces terrestres américaines, ainsi qu'à des attaques aériennes et maritimes sur des bases militaires clés. Il est confronté à une autre perte de revenus majeure. Le secteur pétrolier et gazier russe représente environ 20% de l'économie totale du pays et jusqu'à 50% du budget fédéral, avec lequel Poutine a financé la production de nouvelles armes. Les défenses russes s'affaiblissent, principalement à cause du fait que Poutine a déjà brûlé la plupart des stocks soviétiques lors de l'invasion de l'Ukraine. Newsweek rapporte que plus de 602 chars et véhicules blindés, ainsi que 12 pièces d'artillerie, ont été perdus avant l'invasion américaine. Depuis, de nombreux autres sont morts et les fabricants russes n'ont pas pu suivre le rythme. Les États-Unis rapprochent donc de plus en plus la ligne de front de Moscou. Pire encore pour Poutine. L'Ukraine envoie également des troupes pour soutenir les Américains, même si la plupart d'entre elles se concentrent sur les efforts de reconstruction actuellement en cours dans leur propre pays. 60 jours après le début de l'invasion, la Russie était tellement affaiblie par la guerre en Ukraine qu'elle était incapable de mettre en place une défense majeure contre une invasion américaine. Mais Poutine dispose encore d'un avantage qu'il peut exploiter, les armes nucléaires. En fait, il y en a 580, dont 549 sont des ogives stratégiques, dont des centaines sont dirigées vers des villes américaines clés. Mais Poutine sait également que les États-Unis disposent d'un nombre similaire d'ogives prêtes, 748 d'entre elles, dont 419 sont des ogives stratégiques. Si Poutine appuie sur le bouton nucléaire, les deux pays seront détruits et la Russie sera probablement la cible des 290 armes nucléaires détenues par la France et des 225 détenues par la Grande-Bretagne. Et à ce moment, nous vous donnons le résultat. Poutine appuie-t-il sur le bouton nucléaire à ce stade ou même plus tôt dans la guerre? Ou voit-il ce qui arrivera à la Russie s'il décide d'essayer de négocier la paix avec les États-Unis? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, allez voir si la Chine et les États-Unis entrent en guerre. Qui perd? Heure par heure. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.